Ça faisait longtemps que je n'avais pas réalisé de vidéo de décryptage. Mais après avoir regardé le dernier documentaire du youtubeur Gaspard G, il y a urgence. Oui, parce que s'il y a bien une chose qui manquait cruellement à YouTube, c'est une énième vidéo sur la véritable histoire de la Palestine. Je dois vous avouer un truc, c'est que j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. Moi aussi, je vais vous avouer un truc, je crois qu'il aurait dû hésiter un peu plus longtemps. On va mettre un compteur d'erreurs qui inclura à la fois les inexactitudes factuelles, les omissions et même les tournures quelque peu orientées. Concrètement, la Palestine, c'est quoi? À l'heure où je tourne cette vidéo, d'après le droit international, c'est ce territoire. Pour l'instant, au regard du droit international, c'est juste. Pour l'ONU, la Palestine, c'est bien la bande de Gaza, plus le territoire de Judée et de Samarie. Elle est habitée par un ensemble de peuples et de tribus païens. Alors là, faut savoir, il y a 10 secondes, il disait que la Palestine, ça correspondait à ces deux territoires. Et là, il illustre l'histoire de la Palestine avec un plan de drone qui survole la cité antique de Megiddo, qui se situe en dehors de ces territoires. À moins qu'il ait changé sa définition de la Palestine. Écoute. Vers le XIIe siècle, avant Jésus-Christ, deux nouveaux groupes viennent s'y installer. Les Israélites, qui sont en fait les ancêtres du peuple juif, et les Philistins, qui viennent s'établir sur la côte méditerranéenne. Alors étant donné qu'il fonde son exposé sur l'archéologie, pas sur la Bible, il faut bien dire que là il se trompe. Parce que selon l'archéologie, les Israélites ne sont pas un peuple venu de l'étranger qui se serait établi sur la terre de Canaan, mais au contraire un peuple autochtone, c'est-à-dire natif de la région, qui aurait transformé son identité politique et religieuse. Tandis que les Philistins, eux, sont bien des étrangers, ils viennent de la mer Égée et se sont installés sur les côtes de la terre de Canaan, de la terre d'Israël, et c'est à ce titre que les peuples sémitiques les ont qualifiés de Philistins. En proto-hébreu, ça signifie envahisseur. Donc même le terme philistin, qui donnera Palestine, vient de l'hébreu. Les tribus israélites vont s'organiser pour former le royaume d'Israël. Ok, donc là, il inclut l'histoire du royaume d'Israël dans celle de la Palestine. Ça veut dire que pour lui, la Palestine ne correspond pas à un peuple, mais désigne simplement une région géographique qui s'étend du Jourdain à la mer Méditerranée. Pourquoi pas? Mais vous allez me dire, pourquoi je vous raconte tout ça? Depuis quand il fait de la théologie celui-là? Alors là, c'est pas de la théologie, c'est de l'histoire. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que Jérusalem, c'est une ville extrêmement symbolique pour les trois grandes religions monothéistes dans le monde. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors là, c'est pas une erreur, mais c'est une présentation biaisée. Elle est d'ailleurs au cœur de la confusion qui rend ce sujet si complexe pour tant de gens. Quand dans la même phrase, on parle de juifs, de chrétiens, de musulmans, on se livre à un mélange de genres, on brouille la piste de la légitimité territoriale. Le christianisme et l'islam, ce sont des religions, des systèmes de croyances et de valeurs auxquels n'importe quel peuple du monde peut adhérer, un peu comme des idéologies avec Dieu en plus. Alors que le judaïsme, ça correspond à l'organisation nationale et religieuse d'un peuple, le peuple juif sur sa terre indigène d'Israël qui a pour capitale Jérusalem. C'est comme si dans la même phrase, Gaspard G disait « Paris n'est pas seulement important pour les Français mais également pour les féministes et les communistes ». Vous comprenez? D'une part, il parle d'un peuple qui est légitimement souverain sur sa capitale et de l'autre d'idéologie. Mais ça n'est pas parce qu'une brésilienne adhère au féminisme que le Brésil détient désormais des droits territoriaux en France. C'est pareil pour Israël. Ce n'est pas parce qu'en Arabie la population locale a créé une religion qui accorde de près ou de loin une importance à la capitale du peuple juif que ça donne une légitimité arabe en terre d'Israël. D'ailleurs, je dis de près ou de loin, mais c'est surtout de loin, car le Coran ne cite jamais ni la Palestine ni Jérusalem. Analyser l'histoire de la région seulement à travers le prisme des religions, des systèmes de croyances, c'est faire abstraction de la grande différence qui existe entre les religions et les peuples. Les religions n'ont pas de droits territoriaux, les peuples, si. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En propageant son message, Mohammed donne naissance à l'islam. Mohammed va s'élever vers le ciel depuis un rocher. Et ce rocher, il est où? Eh ben bingo, il se trouve aussi à Jérusalem. Oui, enfin bingo, pas vraiment. Ce qu'il oublie de dire, c'est que ce dôme du rocher, il est construit à l'emplacement exact de l'ancien temple juif de Jérusalem. C'est comme si les juifs avaient bâti une grande synagogue à l'emplacement du Vatican ou de la Kaaba, de la Mecque, le lieu le plus saint de l'islam en Arabie. La Palestine fait partie des califats omeyyades, abbassides, fatimides, puis de l'empire seldjoukide, du royaume latin de Jérusalem, de la dynastie ayoubide. Alors là, ce qui est dingue, c'est qu'il oublie totalement d'expliquer pourquoi cette terre en est venue à être appelée Palestine. C'est en 135 que l'empereur Hadrien décide de rebaptiser cette terre Syria Palaestina. Pourquoi? Eh bien, parce que 135, ça correspond à la fin de la grande révolte juive de Bar Korba contre les Romains. Révolte qui a été très coûteuse en hommes et en argent pour les deux parties. Les Romains sont exaspérés. Et l'empereur Hadrien est bien déterminé à enfoncer le couteau dans la plaie de la défaite juive. Voilà pourquoi il rebaptise cette terre, la province de Judée, en
Syrie-Palestine, en référence aux Philistins, les anciens ennemis bibliques du peuple juif. Cette population plurielle, elle vit ensemble en Palestine pendant tous ces siècles. Alors bon, selon les époques, il y a des épisodes plus ou moins harmonieux, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Attends, replay. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Oui, c'est sûr, ça se passe plutôt bien quand les juifs et les chrétiens sont soumis à un statut d'infériorité juridique, la dima, régime discriminatoire auquel ils sont logés depuis les débuts de l'expansion arabo-musulmane. En fait, la situation qu'il décrit, c'est une situation coloniale où les populations autochtones sont soumises soit à un pouvoir arabe ou ottoman. Oui, ça se passe plutôt bien, à l'exception peut-être du massacre anti-juif de 1834 à Tzfat, ou encore les massacres de Bagdad au XVIIe siècle, ou encore l'affaire anti-juive de Damas en 1840. Jusqu'à ce qu'on arrive au XXe siècle. Car à partir de ce moment, vous allez voir, les ambitions et les stratégies des grandes puissances vont se mêler à la naissance d'une nouvelle idéologie qui va faire voler le calme de la Palestine en éclats. Ah, j'ai compris, je sens qu'il va nous parler du... Le sionisme, c'est une idéologie. Voilà, on peut déjà détecter la structure narrative de cette vidéo, l'orientation que Gaspard G essaye de donner à l'histoire de cette région. Globalement, il nous présente une situation harmonieuse de vivre ensemble, situation harmonieuse qui aurait été bouleversée par la naissance du sionisme politique. C'est un refrain que l'on entend souvent dans la rhétorique antisioniste. Tout se passait bien avant le sionisme, et le sionisme est venu perturber, bouleverser cette idylle levantin. Présenter le sionisme comme une idéologie, en plus d'être faux, puisqu'il existe des sionistes de gauche, de droite, religieux et laïque, eh bien ça participe de cette idée que la conclusion naturelle pour les juifs n'est pas nécessairement la restauration de leur souveraineté natale. Ça revient d'une certaine manière à expliquer que cet objectif-là, la décolonisation juive sur la terre natale du peuple juif, n'est pas une position naturelle, évidente. Gaspard G parlerait-il de l'indépendance de l'Algérie comme l'aboutissement d'une idéologie? Non, il en parlerait comme un mouvement naturel d'indépendance, sauf pour les juifs. C'est une idéologie qui s'appuie sur la conviction que le peuple juif doit avoir un territoire qui lui appartient. Pas un territoire, son territoire. Sinon, ça ne s'appellerait pas le sionisme. Dans sionisme, il y a Sion. Et Sion, ça désigne à la fois Jérusalem et plus globalement la terre d'Israël. Si les Juifs avaient établi un État au Pérou, en Pologne ou en Afrique du Sud, cela aurait été de la colonisation. Précisément parce que les Juifs y sont étrangers. Un certain Theodor Herzl, un journaliste austro-hongrois, publie L'État des Juifs. Ce livre, il va tout changer pour la Palestine, car c'est le texte fondateur du sionisme. Encore une fois, gros problème de présentation. Gaspard G attribue la naissance du sionisme, l'aspiration à restaurer la terre d'Israël, à un homme, Theodor Herzl. Alors évidemment, on ne saurait négliger ou sous-estimer la contribution de Theodor Herzl à la concrétisation du sionisme. Mais le sionisme, comme aspiration du peuple juif à retrouver sa terre ancestrale, elle est aussi vieille, cette aspiration, que le peuple juif lui-même. Dès le premier exil des Juifs en dehors de la terre d'Israël, à Babylone, il y a 2600 ans, les Juifs exprimaient déjà leur souhait de reconstruire la terre d'Israël et de refonder Sion. Vous connaissez cette chanson ? Elle est tirée d'un psaume, celui de Jérémie, un juif captif à Babylone il y a 26 siècles. Dans ce psaume, il déplore l'exil et il dit « Si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite se dessèche ». Chaque année, depuis 3000 ans, les juifs répètent cette promesse, l'an prochain à Jérusalem. Le sionisme politique mis en branle par Theodor Herzl, ça n'est que la concrétisation politique et moderne d'une aspiration qui, elle, est millénaire. Avant 1882, il y avait environ 400 000 musulmans, 43 000 chrétiens et seulement 15 000 juifs. Deux choses. Il parle de population palestinienne. Il n'existe pas de peuple palestinien ni de population palestinienne à cette époque pour une raison simple. La Palestine n'existe pas en tant qu'entité territoriale ou administrative. Pour les Ottomans, ce territoire s'appelle la Grande Syrie ottomane. Un très grand territoire qui comprend à la fois la Palestine, mais aussi la Jordanie, le Liban, la Syrie, l'Irak. C'est la première fois dans la vidéo qu'il parle de population palestinienne. Et il inclut les Juifs, ce qui veut bien dire que pour lui, la population palestinienne n'est pas le peuple palestinien arabe, mais simplement la population qui vit sur le territoire qui plus tard sera appelé la Palestine. Pourquoi pas ? Entre 1882 et 1903, environ 25 000 juifs vont émigrer vers la Palestine pour fuir l'antisémitisme qui monte en Europe.
Encore une fois, gros biais de présentation. Il dépeint le retour des Juifs sur leur terre natale et le processus de décolonisation comme le résultat pur et simple d'une fuite d'un antisémitisme européen. Ça n'explique pas pourquoi en 1882, qu'il cite lui-même, on a une vague de migration de Juifs qui viennent du Yémen et qui se rendent en terre d'Israël. Pourquoi? Pas pour fuir l'antisémitisme européen, mais simplement parce que la terre d'Israël est la terre du peuple juif. Toute l'histoire du peuple juif en exil est rythmée chaque siècle par des retours ponctuels, ici et là, tantôt du Yémen, tantôt de Russie, tantôt d'Espagne, tantôt de France, tantôt du Maghreb, un retour du peuple juif sur sa terre ancestrale. Bien entendu que l'antisémitisme était féroce en Europe, mais réduire le sionisme à une simple politique sécuritaire, c'est faire fi du lien naturel qui unit le peuple juif et sa terre. Pour le peuple juif, le sionisme, ça n'est pas simplement la recherche d'un refuge, c'est la recherche d'un réenracinement sur sa terre ancestrale. Alors, si en 1880, les Juifs représentaient moins de 5% de la population en Palestine, en 1914, ils en représentent désormais 8%. Le paysage de ce territoire change progressivement sous les yeux des Palestiniens complètement impuissants. Je ne comprends plus rien. Il disait tout juste que les Juifs faisaient partie de la société palestinienne. Et là, il nous dit que les Palestiniens voient d'un mauvais œil le retour des Juifs en Palestine. Donc là, il opère un glissement. Il part d'une définition géographique de la Palestine à une définition ethnique ou nationale. À l'époque, il n'existe pas de nation palestinienne. Il n'existe pas de peuple palestinien. Il y a des Juifs et des Arabes. Les Arabes aspirent à un État arabe au Moyen-Orient et les Juifs aspirent à un État juif sur la terre d'Israël. Il n'y a pas de peuple palestinien. Donc d'un côté, les Britanniques ont promis aux Arabes de les soutenir dans la création d'un royaume indépendant, et de l'autre, ils ont aussi promis aux Juifs l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Ce qui est le plus fou, c'est qu'à ce moment-là, au moment de la déclaration de Balfour, les Britanniques n'ont aucune autorité sur la Palestine. On est alors qu'en 1917 et le mandat britannique ne commence qu'en 1922. Alors techniquement, l'Empire britannique s'empare de la Palestine en 1917. La Société des Nations la lui confie comme mandat en 1920 et ça n'est qu'en 1922 que ce mandat est formalisé. Sur le terrain, le projet sioniste se heurte aux aspirations nationalistes arabes. Le 4 avril 1920, des émeutes dans la vieille ville de Jérusalem font 9 morts, 5 juifs et 4 arabes et plusieurs centaines de blessés. En août 1929, 249 personnes sont tuées. Alors là, c'est vraiment le moment où Gaspard G trahit son biais idéologique. En 1920, à Jérusalem, le maire arabe de la ville, Moussa al-Husseini, appelle devant une foule arabe galvanisée à égorger les juifs et à boire leur sang. Il ne s'agit pas d'une émeute, mais d'un massacre. Les 4 arabes tués dont il parle sont sans doute ceux qui ont participé au massacre et qui ont été tués par les forces de l'ordre britanniques. La preuve, il y a 18 arabes blessés contre 218 juifs. C'était un massacre, comme celui de 1929, comme celui de 1934, comme les attentats de 1936. Jusqu'à 1937, tous les meurtres et attentats terroristes contre des civils sont perpétrés de manière unilatérale par des Arabes contre des Juifs. Tous. Et Gaspard G présente ça comme des émeutes au tort partagé. On est là dans une forme grossière de révisionnisme antisioniste. Un an plus tard, les Britanniques lancent une commission d'enquête, la commission Peel. Les auteurs du rapport suggèrent alors de diviser la Palestine, ce qui ne fait que renforcer la colère des Arabes. Pourquoi ? Pourquoi il n'explique pas pourquoi ça renforce la colère des Arabes? Un plan de partage largement favorable aux Arabes devrait les satisfaire. La raison elle est simple. Pour les Arabes et pour les musulmans, une décolonisation juive en terre conquise par l'islam est tout bonnement impensable, impossible, inacceptable, quelles que soient les frontières de cet État. C'est pour ça que tous les plans de partage seront refusés par les Arabes et acceptés par les Juifs. En 1947, l'ONU décide du partage de la Palestine entre les Arabes et les Juifs. Pour les Arabes, le partage des territoires est complètement injuste. Faut dire que environ 55% de la Palestine reviendrait alors aux Juifs, alors qu'ils ne représentent à l'époque qu'un peu moins de 30% de la population. C'est faux, les Arabes ne rejettent pas ce plan de partage en raison de l'injustice supposée de ces frontières, mais simplement parce qu'ils s'opposent fondamentalement, catégoriquement, à toute autodétermination juive en terre considérée comme d'islam, quelles que soient ses dimensions. Gaspard le dit lui-même 3 minutes plus tôt. Et comment Gaspard cessait-il à justifier le fondamentalisme arabe de l'époque? Par l'injustice du plan de partage. Alors 2 choses. Premièrement, il est vrai que les Juifs, s'ils ne représentaient que 30% de la population du territoire
de Palestine britannique se sont vus proposer 55% du territoire. Sauf que ce que ne dit pas Gaspard, c'est que dans les 55% de territoire alloués aux Juifs, il y a 70% de désert, alors que la majorité des sols proposés aux Arabes est fertile. Il oublie aussi de préciser que dans l'État juif proposé par l'ONU, les Juifs n'auraient représenté que 55% de la population totale, alors que dans le cas de l'État arabe proposé par le plan de partage, les Arabes, eux, auraient représenté 98% de la population totale. Ce plan de partage était bien injuste, mais vis-à-vis des Juifs. Et puis il faut aussi rappeler que pour les dirigeants juifs du mouvement sioniste à l'époque, l'État d'Israël a pour ambition de redevenir l'État-nation du peuple juif dans son ensemble, pas seulement des 600 000 Juifs qui sont présents à ce moment-là dans le temps. Et l'objectif de la refondation nationale du peuple juif, c'est bien de réussir à rapatrier une partie importante des Juifs qui vivent en diaspora. Donc le plan de partage de 1947 ne porte seulement que sur les populations qui sont présentes à ce moment-là. Et malgré tout, les dirigeants juifs acceptent le plan de partage, comme ils ont accepté le plan de 1937 proposé par la Grande-Bretagne. Et ce, alors que ces plans-là sont très largement défavorables aux Juifs. Mais les Juifs ne peuvent pas se permettre de faire la fine bouche. Ils n'ont qu'une terre, qu'un État à construire. Contrairement aux Arabes qui, eux, disposent d'une immensité territoriale. Aujourd'hui, le monde arabe, c'est 22 États. Il n'y a qu'un État juif. Alors, le 15 mai 1948, l'Égypte, la Transjordanie, l'Irak, la Syrie et le Liban entrent en guerre contre l'État d'Israël en soutien aux Palestiniens. Bon, là, il y a une coquille. À ce moment-là, en 1948, le Golan n'appartient pas encore à l'État d'Israël. Il eût peut-être été préférable d'employer le mot anéantir, car il ne s'agit pas simplement d'une attaque, mais bien d'une tentative d'éradication de l'État d'Israël qui, à l'époque, n'a qu'un jour. Les populations arabes locales sont expulsées ou massacrées. Remarquez que, dans ce cas-là, Gaspard G précise l'identité de la victime, les Arabes, et l'identité du bourreau, l'armée israélienne. Pourtant, précédemment, lorsqu'il parlait des massacres anti-juifs commis par les Arabes, il parlait très sobrement d'émeutes impersonnelles, dénuées de toute responsabilité. La Jordanie va s'occuper de la Cisjordanie et l'Égypte va gérer la bande de Gaza. Vous entendez? La Jordanie va s'occuper, l'Égypte va gérer, alors qu'on parle là d'une occupation militaire. Alors que 2 minutes plus tard, quand il s'agit de parler de la présence d'Israël en Judée-Samarie, il emploie le terme l'occupation israélienne. 1967 éclate la deuxième guerre israélo-arabe. Vous entendez? La guerre éclate. Elle n'est pas déclarée par les Arabes, elle l'éclate de manière un peu abstraite, impersonnelle. Lorsqu'on utilise ce genre de procédé rhétorique, c'est qu'on cherche à diluer les responsabilités, à brouiller les pistes. Or, en 1967, ce sont bien les États voisins arabes qui déclenchent une nouvelle guerre d'anéantissement contre l'État hébreu et qui perdent. En moins d'une semaine, Israël prend le contrôle de tous les territoires palestiniens et arrache le plateau du Golan à la Syrie et le Sinaï à l'Égypte. Si on ne connaît rien à l'histoire, les abonnés de Gaspard G qui regardent cette vidéo vont penser que c'est Israël qui a attaqué ses ennemis. Illustration encore mensongère, il n'y a pas d'État arabe à cette époque, la Cisjordanie à droite est occupée par la Jordanie, la bande de Gaza est toujours occupée par l'Égypte. On a l'impression, en regardant cette illustration, qu'il existe un État arabe palestinien. C'est faux. Puisque la Palestine est occupée, l'OLP installe ses bases à quelques dizaines de kilomètres de la frontière israélienne, en Jordanie. De là, elle organise des embuscades, des raids, des sabotages. Des raids, des embuscades, pourquoi pas des opérations tant qu'il y est. Ce dont s'est rendu coupable l'OLP, ça porte un nom un peu plus évident. Ça s'appelle le terrorisme. Bon, mais ça va pas empêcher des juifs israéliens de s'implanter en Cisjordanie, à Gaza et autour de Jérusalem-Est, et d'y construire des colonies. La colonisation, c'est très simple, c'est l'implantation d'un peuple sur une terre qui lui est étrangère. Si les Juifs sont des colons en Judée, c'est la fin de la définition de la colonisation. Les Juifs ne peuvent pas être des colons en Judée parce que cela reviendrait à dire que les Juifs sont étrangers à la Judée. C'est impossible, c'est la terre qui leur a donné leur nom juif. Le 7 octobre 2023, le Hamas lance l'attaque surprise déluge d'Al-Aqsa sur le territoire d'Israël et environ 1200 Israéliens sont assassinés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou emploie des mots très forts. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, les experts estiment que plus de 100 000 Palestiniens ont été tués. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, il cite les experts. C'est l'argument phare de tous ceux qui veulent se prononcer sur la question de Gaza. La plupart des estimations fiables sur le sujet indiquent un bilan compris entre 65 000 et 75 000 morts, dont à peu près 25 à 30% de terroristes djihadistes. Notez que l'estimation choisie par Gaspard G, les fameux 100 000 morts, c'est une estimation très haute et peu répandue parmi les experts sur le sujet. Il a donc choisi la source qui maximalisait l'horreur de Gaza. Et 1,9 million de Gazaouis déplacés à l'intérieur de la bande de Gaza. Plus d'un demi-million de Palestiniens souffrent de famine et la bande de Gaza n'est plus qu'un champ de ruines.
Grosse omission, aucun pays arabe n'a mené une politique d'accueil des réfugiés gazaouis pendant la guerre à Gaza, contrairement à ce que les Européens ont fait avec les Ukrainiens et même les Syriens. Même si le conflit est toujours en cours, de nombreux observateurs et spécialistes, y compris israéliens, s'accordent à dire qu'un génocide est commis par Israël en Palestine, et plus le temps passe, plus la solution à deux États semble difficile à imaginer. Bon, je pourrais parler des heures de cette accusation infâme et odieuse de génocide, simplement je me limiterai à 3 points. Le premier, c'est que selon le droit international, les seules organisations compétentes pour qualifier un génocide sont la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Aucune de ces deux instances n'a conclu à un génocide aujourd'hui. Attention, je ne dis pas que si demain elles étaient amenées à le faire, cela rendrait vraie l'accusation de génocide. Dans ce cas, pourquoi j'en parle? Parce que Gaspard G lui-même prétend parler au nom du droit international. Mais le droit international ne qualifie pas la guerre dans la bande de Gaza de génocide. Gaspard G se rend donc coupable d'un 2 poids 2 mesures. Quand il peut accabler Israël grâce au droit international, il se réfugie derrière lui. Je parle d'occupation israélienne, c'est pas un avis politique perso, c'est tout simplement le droit international qui le dit. Mais quand le droit international ne satisfait pas tout à fait ses intentions malveillantes à l'égard de l'État hébreu, il se fie à des rapports d'experts, à des ONG, ce qui n'a aucune valeur en droit international. Encore une fois, ce n'est pas parce que la Cour internationale de justice conclut demain à l'existence d'un génocide que ça en fait une réalité. Les juges peuvent se tromper, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le degré immense de géométrie variable avec lequel ces pseudo-journalistes jouent avec le droit international. Gaspard G ne peut pas en l'état citer les plus hautes instances judiciaires pour diaboliser Israël, donc il se reporte sur des experts. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Qui sont les experts que cite Gaspard G? B'Tselem, une organisation israélienne, Amos Goldberg, historien israélien, Omer Bartov, historien israélien. Autrement dit, il met en avant des experts israéliens pour accuser Israël de génocide. Ce subterfuge rhétorique, ça s'appelle le tokenisme. Ça revient par exemple à utiliser les Harkis, les Algériens qui se sont battus contre l'indépendance de l'Algérie en 1962, pour expliquer que finalement la colonisation c'était pas si mal. On utilise des minorités non représentatives d'un groupe que l'on cible pour pouvoir se défendre de toute malveillance à l'égard de ce groupe. Pourtant, des historiens et experts israéliens qui s'insurgent contre l'accusation de génocide, qui dénoncent cette falsification de l'histoire, il y en a plein. Mais ceux-là, Gaspard G ne les a pas cités. On est donc là dans une grossière sélection biaisée des voix qui arrangent son récit. Je rappelle que pour qualifier des massacres terroristes commis par des Arabes contre des Juifs tout au long du XXe siècle, il parle d'émeutes, il parle de soulèvements, de révoltes. Mais lorsqu'il s'agit d'une guerre, il parle de génocide. C'est-à-dire que Gaspard G a l'intensité sémantique à 2 vitesses. Il freine lorsqu'il s'agit des Arabes, mais il accélère quand cela lui permet de taper plus fort sur Israël. La troisième chose que je souhaite dire à ce sujet, c'est que de relayer l'accusation de génocide contre Israël dans la bande de Gaza, c'est une forme de négationnisme. Le négationnisme ne consiste pas seulement à nier l'existence de la Shoah ou d'autres génocides. Des guerres dévastatrices et meurtrières, l'histoire du monde en est malheureusement jalonnée. Mais le génocide n'est pas une guerre. C'est l'intention délibérée d'anéantir une population en raison de son ethnie, de sa religion ou de son identité. Cette définition ne correspond ni de près ni de loin à la riposte israélienne dans la bande de Gaza à la suite des massacres antisémites du 7 octobre 2023. Jean-Marie Le Pen n'était pas négationniste parce qu'il disait que les chambres à gaz n'avaient pas existé. Il a dit que ça faisait partie de la guerre. Tout ça est horrible, la guerre est horrible, vous savez. Oui. Un éclat d'obus qui vous déchire le ventre, une bombe qui vous décapite, une chambre qui vous asphyxie, tout ça, c'est assez ignoble, oui, c'est vrai. Autrement dit, il a dilué la singularité du génocide des Juifs dans les horreurs de la guerre. A l'inverse, ce que Gaspard G fait ici, c'est précisément la même chose. Il compare une guerre à un génocide. Dans les deux cas, on dilue, on banalise la singularité de ce crime suprême, le génocide. Comme je l'ai dit plus tôt, Gaspard G aurait dû hésiter un peu plus longtemps avant de faire cette vidéo. Ce documentaire à charge ne laisse pas de place au doute. Il s'agit là d'un grossier récit anti-israélien. Je ne sais pas pourquoi il a ressenti le besoin d'imiter tous ceux qui, comme lui, sur les réseaux sociaux ou YouTube, font leur beurre sur le conflit israélo-palestinien sans que ce soit leur sujet de prédilection. Mais une chose me rassure. Au début de cette vidéo, je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin. Parce que ce que révèle la vidéo de Gaspard G est édifiant. Cette vidéo s'intitule bien La véritable histoire de la Palestine. Pourtant, lorsque l'on analyse le texte, on se rend compte que les mots juifs, israéliens, sionistes sont quasiment autant prononcés que les mots arabes et palestiniens. C'est-à-dire que malgré lui, et en dépit de ses intentions malveillantes à l'égard d'Israël, le résultat de sa vidéo joue contre lui. Il n'y avait pas de Palestine arabe. Il n'y avait pas de peuple palestinien avant la création de l'État d'Israël. L'identité arabe palestinienne s'est à de nombreux égards forgée en réaction aux juifs, en réaction aux sionistes. Et c'est ça le nœud du conflit israélo-palestinien. Comment faire la paix avec une population dont l'identité a été forgée sur votre propre négation. Et la vidéo de Gaspard G en témoigne. Il ne peut pas faire une vidéo sur la Palestine sans considérer
consacrer 50% de son narratif aux Juifs. Car au fond, Israël et Palestine ne forment qu'une seule et même chose, la terre indigène du peuple juif. Quelles que soient les fables ou l'histoire dont aime se bercer le camp anti-israélien, ils ne peuvent pas faire un documentaire sur la Palestine sans parler des Juifs. Je remercie donc Gaspard G pour cette démonstration accidentelle. Merci de m'avoir écouté.